Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce septième édition du webinaire sur la biodiversité qui aujourd'hui sera, je dirais, faiblement consacré au sujet de la biodiversité, tout au moins au lien que la biodiversité peut avoir avec les crédits carbone qui sera le centre de notre débat. Et pour cela, nous avons l'immense chance d'accueillir aujourd'hui Anne-France Kennedy, qui a monté une société qui s'appelle ClimateNet. C'est ça, hein, Anne-France, je ne me trompe pas. Oui, ClimateNet, oui. Londres, qui fait du trading de crédit carbone. Et donc, elle vous expliquera comment fonctionne concrètement ce marché. Le programme est donc le suivant. Je me permettrai de faire une petite présentation un petit peu générale du sujet du marché des crédits carbone, en particulier au regard du projet de règlement du 30 novembre 2022 et des crédits qui peuvent entrer dans la catégorie des articles 6 des accords de Paris. Puis Anne-France, donc Kennedy, nous parlera du marché et Sylvain terminera avec les crédits. Et bien entendu, nous aurons ensuite le plaisir de répondre à des questions dont j'espère qu'elles seront nombreuses. Alors, pourquoi est-ce que le sujet du marché carbone est un sujet très important? Eh bien, parce que au moment où l'Europe vient d'adopter une profonde réforme de son marché carbone avec une taxe carbone aux frontières, avec une extension des quotas d'émissions au secteur non seulement de l'aviation civile et de la marine, du transport maritime, mais aussi du secteur routier et immobilier, bien évidemment, le marché non réglementé des crédits carbone prend de l'importance. Pourquoi? Bien parce que nous avons absolument besoin d'augmenter nos puits de carbone tout en continuant, bien sûr, à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et tout ceci s'inscrit dans la politique communautaire, puisque le nouvel objectif européen est d'augmenter de 15% les puits de carbone pour atteindre un objectif global de réduction de nos gaz à effet de serre de 57% en 2030. Je rappelle que la réduction sans puits de carbone est à 55%. C'est des objectifs contraignants d'absorption et pour la France, ça représente une baisse, en fait, des puits de carbone à hauteur de 34 millions de tonnes de CO2 pour 2030. Donc, on est dans du concret, si je puis dire. Il faut arriver absolument à développer ce marché des crédits carbone en ayant toujours présent à l'esprit que ce n'est pas ou crédit carbone ou réduction des émissions, mais c'est réduction des émissions et crédit carbone de compensation. C'est absolument indispensable. Alors, je rappellerai que le marché des crédits carbone non réglementés trouve sa source, qui est ancienne, dans les accords de Kyoto avec les MOC et les MDP, qu'aujourd'hui, donc l'Europe a réfléchi à un règlement qui renforce et qui encadre le marché des crédits carbone. Pour être éligible à la certification dans ce projet de règlement, il faut remplir des critères de qualité, il faut être vérifié de manière indépendante. Ces critères de qualité, de quoi s'agit-il? D'abord d'un bénéfice net qui est quantifié, de la mise en, enfin, du respect de la règle d'additionnalité, ce qui va au-delà des exigences réglementaires. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire ce que la loi vous oblige à faire, il faut faire plus. Et c'est cette additionnalité-là qui fonde précisément le crédit carbone. Et c'est la certification qui joue cet effet incitatif. Il faut d'autre part que l'on soit en face d'un stockage à long terme, c'est-à-dire d'une surveillance du carbone stocké avec un mécanisme de responsabilité approprié. Il faut enfin, et on va retrouver là notre sujet de la biodiversité, un co-bénéfice ou à minima une neutralité, c'est-à-dire qu'en aucune manière le crédit carbone ne peut être négatif pour la biodiversité. Nous sommes dans les critères de la taxonomie et dans le DSNH, c'est-à-dire ne pas nuire gravement.
Les méthodes de certification pertinentes sont définies par ce projet de règlement, avec des audits de certification et de recertification par des organismes indépendants. Donc, on a là un texte qui sera très probablement adopté avant la fin de la mandature et qui va encadrer ce marché dont vous savez qu'il a fait l'objet récemment d'un certain nombre de contestations, en particulier liées au crédit Vera et à la norme VCS. Vera s'est bien entendu défendu en disant que tous les crédits étaient parfaitement validés, contrôlés, mais enfin, le rapport qui a été fait par un think tank indépendant est tout à fait dévastateur puisqu'il considère qu'en réalité 90% des crédits n'étaient pas des crédits valables. Donc, on peut espérer qu'avec ce règlement communautaire, ce type de débat et de mise en cause n'aura plus lieu d'être. Pour terminer, je voudrais dire un petit mot, en sus du travail communautaire, des recherches qui sont faites par un certain nombre d'organismes pour éviter justement le greenwashing, et ce, en lien avec l'article 6 des accords de Paris, et plutôt les articles 6.4 et 6.8 des accords de Paris. Alors, de quoi s'agit-il? L'article 6.4 des accords de Paris vise des crédits autorisés, c'est-à-dire passés sous les fourches codines de la CNUCC, qui aurait donc un espèce de brevet, si je puis dire, tout à fait remarquable. Il serait inscrit sur un registre et tracé pour éviter le double comptage, à la fois par le pays qui génère et par le pays qui achète. Ils peuvent être vendus à une entreprise et à ce moment-là, c'est l'État dans lequel l'entreprise a son siège qui pourra les inscrire à son actif et l'État pourra décider s'il autorise ou non l'entreprise à les utiliser pour remplir ses obligations. Donc, on est à mi-chemin en quelque sorte entre du marché non réglementé et du marché un peu réglementé. Je m'explique, ce sont en fait des crédits autorisés, c'est-à-dire qu'ils sont passés par un label étatique qui est celui des crédits autorisés. Et puis, une nouvelle catégorie est apparue lors de la COP27, qui est les crédits carbone appelés Mitigation Contribution, qui relève de l'article 6.8 de l'accord de Paris et qui donne la possibilité d'apporter une contribution financière qui prend la forme d'un soutien à des projets de coopération sur l'adaptation, la résilience, la durabilité, les mesures d'atténuation et de développement des sources d'énergie propres et qui ne donne pas lieu à une contrepartie pour l'acheteur. Alors, ces crédits, c'est proche plutôt d'une opération de mécénat, je dirais, que d'une opération purement économique, mais c'est des crédits qui permettent à l'entreprise de réduire son impact sans compensation, en quelque sorte. Voilà, donc on voit bien qu'on est sur des systèmes qui vont connaître plusieurs types de niveaux, si je puis dire, ce qui existe déjà. Je pense qu'Anne-France va pouvoir nous le confirmer dans un instant, et qui montre bien qu'on est sur un sujet qui est vraiment en plein développement et en plein essor. Voilà, je passe donc après ces quelques généralités avec plaisir la parole à Anne-France Kennedy. On vous entend. Merci pas, beaucoup, Corinne. Voilà. Vous m'entendez maintenant? C'est bon? J'avais trop peur de faire du bruit dans le background. Donc, merci beaucoup, Corinne. Je suis très, très heureuse que vous m'ayez invitée à partager, je dirais, ma perception et ma perspective sur le marché des crédits carbone, qui est, je dois l'avouer, totalement subjectif. Je dois vraiment faire attention que ce que je dis, c'est juste ce que je pense et il n'y a pas de… Je suis ravie s'il y a d'autres façons de percevoir le marché, parce qu'on est tous là en train d'apprendre. C'est un marché très confus et il faut que vraiment la clé, c'est de se parler, de partager les expériences des uns et des autres et de mieux comprendre comment on peut arriver à éviter les abus volontaires ou involontaires.
Je me présente rapidement. Je voulais juste vous remercier, Corinne, et vous dire que je pense que je vous poserai une première question sur cet article 6.8 que je ne connais pas très bien. Et je suis un petit peu... j'aimerais bien avoir plus de renseignements sur ces mécénats qui n'est pas compensé. Bref, je m'appelle Anne-France Kennedy, je suis française de naissance, d'où mon prénom, britannique récemment, et j'habite en Angleterre depuis 25 ans, et mon cœur est toujours en France et en Angleterre. Je suis une entrepreneuse sociétale, je ne sais pas comment on dit, et ça fait 20 ans que je travaille sur des projets divers et variés pour développer des entreprises qui auront un impact positif sur l'environnement. Une société, Social Enterprise, c'est une entreprise qui fait du profit financièrement, mais qui a un impact positif sur une mission environnementale ou sociétale. J'ai créé récemment une société qui s'appelle ClimateNet, avec un K. Donc, on s'est appelé Climate Link pendant 18 mois. Le mois dernier, on a changé, on s'appelait ClimateNet, d'où le changement peut-être un peu confus pour certains d'entre vous. Et c'est une start-up basée en Angleterre, mais à vision globale et mondiale. C'est pour ça que je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Et la vision de ClimateNet, c'est de mettre en rapport, je dirais, professionnel, personnalisé, tous les acteurs dans le monde qui veulent travailler, développer, apprendre, à travailler sur des projets basés sur la nature qui absorbent des émissions, enfin des gaz à effet de serre. Je fais attention à mon vocabulaire parce que d'abord, je n'ai pas toujours la pratique de parler français, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de jargon en anglais. Et surtout, si j'emploie trop de jargon, eh bien, posez-nous des questions dans le chat parce qu'on peut effectivement ne pas être clair sur certains concepts. C'est important de clarifier les concepts. Donc, en anglais, on appelle ça les nature-based solutions. Donc, ce sont tous les projets basés sur la nature qui aident à absorber plus de gaz à effet de serre. On peut se battre sur les chiffres, je ne vais pas vous embêter avec trop de chiffres, mais je crois, dites-moi si je me trompe, Corinne et Sylvain, moi j'avais en tête que pour vraiment limiter le réchauffement climatique de façon, je dirais, avec impact, il faudrait que le monde entier absorbe 10 gigatonnes d'équivalent de gaz à effet de serre par an pour au moins 10 ans, si ce n'est 20 gigatonnes à partir de 2030. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire ces chiffres, mais ces chiffres, ça veut quand même dire que c'est énorme dans la mesure où, dites-moi si je me trompe, mais un aller-retour par exemple, Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes de carbone émis dans l'atmosphère. C'est juste pour donner une relativité. Donc, si vous avez 10 gigatonnes par an dans le monde entier, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à prendre l'avion, c'est énorme. Et ce qui est très, très important, et comme Corinne l'a mentionné, les efforts pour limiter le réchauffement climatique doivent être dans la réduction, dans l'efficacité énergétique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts et d'investissements qui sont faits sur ces projets depuis longtemps, mais il y a très peu d'efforts, si ce n'est pas assez d'efforts, qui sont faits dans l'absorption des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère, de ces 10 gigatonnes. Je suis désolée, je crois que c'est ma fille qui rentre. Et donc, il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'investissements dans ces... Excusez-moi, attendez, c'est bon. Ma fille rentre plutôt prévu de l'école. Donc, il n'y a pas assez de projets qui sont financés, pas assez de gens qui travaillent sur ces projets d'absorption de gaz à effet de serre qui sont essentiellement nature-based solutions, donc basés sur l'agriculture, entre guillemets, le biochar, et on peut expliquer ce que c'est que le biochar plus tard, tous les milieux naturels liés aux océans et aux eaux, donc les marécages, les peatlands et les mangroves. Et le quatrième aspect qui est moins connu aussi, c'est tous les aspects des minéraux. Donc, il y a beaucoup de minéraux qui absorbent du carbone. Donc, la nature, par essence, absorbe du carbone. Il s'avère que, comme on en a beaucoup trop pollué, ces éléments naturels, les océans, les forêts, les arbres et les minéraux n'en absorbent pas assez, ou non seulement on n'absorbe pas assez, mais du fait des éléments, des effets dévastateurs de notre économie, de nos économies, on actually maintenant ces éléments souvent eux-mêmes émettent du carbone.
Donc, il faut vraiment faire un effort énorme de développer ces projets. Je peux parler plus en détail tout à l'heure. Et il n'y a pas assez de gens dans le monde qui s'en occupent. Et il n'y a pas assez d'investissement. Donc, nous, on se concentre sur ClimateNet pour aider les entrepreneurs, les financiers, les researchers, les universitaires, les étudiants à mieux connaître ces projets, à se passionner pour ces projets parce qu'ils sont vraiment très, très, très intéressants. Il y a plein de travail à faire dans le monde entier. Et aussi, il y a pas mal d'argent à faire, puisqu'il va y avoir des milliards de dollars, si ça a déjà commencé, qui sont investis dans ces projets. Je crois que les études, alors il faut toujours prendre avec trop de précaution les chiffres notés, mais je pense qu'il y a à peu près 150 milliards de dollars investis dans ces projets par année depuis quelques années. Il en faudrait le triple ou le quadruple. Je pense qu'il y a eu pas mal de rapports qui ont été sortis. Il faudrait au moins 500 à 700 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui pour développer ces projets. Or, la question, on va revenir au crédit carbone, une des façons pour ces projets de financer je dirais les porteurs de projets, ce sont les crédits carbone. Donc, les crédits carbone, c'est un peu un jargon, pareil, pour parler d'un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des crédits carbone dans la réduction, donc l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, donc ça c'est très bien, et il y a des crédits carbone dans l'absorption. Qui sont donc les projets. Alors, quand je dis absorption, pour moi, je parle juste de projets basés sur la nature. Je ne parle pas de ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas en français, le direct air capture, qui sont des projets industriels d'absorber le carbone des usines et de les enterrer sous la terre. Ça, on ne s'en intéresse pas, on n'en parle pas, pour plein de raisons. Ce n'est pas le corps de métier de ClimateNet. ClimateNet, c'est vraiment les projets d'absorption de carbone basés sur la nature. Donc, les crédits carbone, il y a deux gros pavés, la réduction et l'absorption. Ça paraît simple, mais il faut quand même l'expliquer parce que tout le monde n'est pas au courant, ils mettent les crédits carbone dans le même paquet. Or, un projet énorme d'investissement d'éoliennes ou de panneaux solaires dans des grands pays sur des grandes plaines, ça coûte beaucoup moins cher, en tout cas c'est beaucoup plus rentable qu'un projet dans l'agriculture ou la forêt. Et on peut en discuter. Donc, vous avez des crédits carbone dans la réduction qui sont vendus sur le marché depuis des années pas cher, 2 à 5 euros le crédit carbone. Donc beaucoup d'entreprises, de façon tout à fait, je pense, honnête, pas du tout controversée, se disent moi je pollue, donc je vais aller sur le marché, je vais aller sur une plateforme et puis je vais acheter un crédit carbone. Alors le crédit carbone, il y en a à 2 euros la tonne et puis il y en a à 150, 300 euros la tonne. Alors, on ne sait pas forcément lequel est lequel. Je schématise un petit peu. Et le problème du marché des crédits carbone, vous m'arrêtez Sylvain et Corinne, c'est le manque de transparence. C'est le manque de transparence parce que l'acheteur ne connaît pas le vendeur ne connaît pas l'acheteur. C'est des gros. Alors, je parle de marché carbone volontaire. On parle que des volontaires. On ne parle pas des compliant. Et ça, je parle, c'était avant l'article 6 qui commence à se développer. Et donc, les gens des entreprises vont sur des plateformes qui sont des plateformes de marketplace. Il y en a, je crois, 30 qui se sont créées depuis 2 ans. Donc, évidemment, quand les entrepreneurs ont appris qu'il y aurait beaucoup d'argent dans ces crédits carbone, il y a eu un développement de ces plateformes qui sont plus ou moins, je dirais, fiables pour plein de raisons et qui mettent en rapport des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs, qui sont en général les entreprises, ne connaissent pas le sujet. C'est tout, c'est pas du tout forcément qu'ils soient mal intentionnés. Et donc, ils disent, pour le directeur financier d'entreprise, il dit, moi, je vais acheter un crédit carbone à 2 euros plutôt qu'à 150 euros. Sachant qu'un crédit carbone, je ne l'ai peut-être pas précisé, je suis désolée, représente 1 tonne de carbone, alors soit réduite, avoided, je vais en dire en français, soit absorbée. C'est la même tonne. Tout le monde me dit, mais c'est la même tonne, pourquoi c'est pas le même prix? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de payer un crédit où on évite de polluer et un crédit où on absorbe 1 tonne de carbone déjà émise dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que c'est pas le même prix, parce que c'est beaucoup plus cher de planter un bon arbre au bon endroit, d'être sûr qu'il ne soit pas coupé au bout d'1 an, d'être sûr qu'il ne soit pas brûlé, et d'être sûr que cet arbre, ça soit le bon arbre, le bon chêne, dans le bon écosystème, et qui ne va pas mourir au bout de 2 ans parce qu'il est planté au milieu du Sahel. Et c'est pour ça que même dans les crédits carbone d'absorption,
Vous avez, et vous pouvez voir sur ces plateformes, que vous pouvez acheter des arbres ou un crédit carbone d'arbres plantés dans certains pays à 5 € la tonne ou 5 $ la tonne. Mais un arbre qui est planté en France ou au Danemark par certaines sociétés que je ne peux pas nommer, eh ben, ça ne sera pas 2 ou 5 € la tonne, ça sera 30, 40, 50 € la tonne. Et puis, un projet dans le biochar qui est mené de façon très ciblée et éthique par des fermiers aidés par des NGOs en Afrique, ça sera plutôt du 150 $ ou 200 $ la tonne. Donc, c'est compliqué. Et Sylvain, pour l'expliquer, c'est qu'on parle d'un crédit carbone comme si on parlait d'oranges et de pommes et d'un marché de commodities. Comment on dit en français commodity, et donc, non, voilà, un marché de produits, riz, pommes de terre. Non, il y a voilà, on mélange des carottes et des bananes et du riz et du coco. Donc, c'est très important et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est qu'il faut expliquer, partager les connaissances en disant de quel crédit je parle et d'où il vient et qui est le porteur de projet, où est le porteur de projet, quel est l'impact du projet sur la biodiversité, quel est l'impact du projet sur les économies locales et les populations, et où va l'argent. Parce que c'est un peu comme si on achète un t-shirt à 5 livres, on se demande comment la personne qui fabrique ce t-shirt est payée. Donc, tout est basé sur, je dirais, la commercialisation d'un produit qu'on pense c'est une commodité à un prix le plus bas possible. Et c'est là le problème. C'est que le problème, ça arrange peut-être tout le monde d'acheter plein de crédits carbone pas cher, mais ça n'aide pas pour la réduction ou l'absorption d'impact carbone et donc 10 gigatonnes. Donc c'est pour ça que nous on a créé ClimateNet, parce qu'on est, on est partenaire de beaucoup d'associations et de projets, et aussi de Hugo Lepage, parce qu'on est là pour partager ensemble, expliquer et connaître les projets. Donc nous, on fait en fait, on fait pas du trading de crédit carbone, je suis désolée Corinne, mais on fait de la mise en relation entre les gens qui sont porteurs de ces projets, qui expliquent leurs projets, avec des gens qui vont soit les aider, des certificateurs ou des experts, soit des gens qui sont intéressés pour contribuer au projet. Alors soit de façon, comme vous dites, article 6.8 ou 6.4, mécénat ou compensation et vouloir montrer dans leur rapport qu'ils ont bien contribué. Mais ce qui est très important aussi, c'est que l'acheteur connaisse le projet pour qu'il y ait dans la durée de la confiance. Alors, on peut après parler de certification, que le projet soit certifié ou pas, et qu'il y ait une possibilité pour l'acheteur de visiter le projet, de contribuer au projet. Et on parle beaucoup aussi on peut en parler avec Sylvain, le fait que c'est peut-être pas mal de développer une mise en relation sur des projets locaux et nationaux. C'est-à-dire que si vous avez une société en France qui a besoin de compenser pour des raisons de réglementation ou d'autres, enfin qui a des besoins réglementaires ou des pressions de ses consommateurs ou de ses investisseurs, ça serait bien que cette société, si elle est basée en France, elle connaisse un projet dans l'arbre ou dans le biochar en France et que les employés peuvent s'impliquer, les clients aussi, et qu'il y ait une sorte de, je dirais, de qualité d'impact et aussi de progression, puisque tous ces projets ne sont pas blancs ou noirs. Et il y a vous m'arrêtez parce que je peux parler très très longtemps, donc je vais quand même conclure rapidement. Mais il y a aussi une grande donc un besoin de connaissance et de transparence, peut-être de relations locales voire nationales, peut-être pas internationales, parce que une grande société basée à Seattle qui va investir dans des projets en Uruguay, au Pérou, il n'y a vraiment pas beaucoup de traçabilité et de transparence. Ce qui était le cas jusqu'à présent. Maintenant, il y a une autre complexité qui s'est relevée récemment, et c'est peut-être très positif, c'est je dirais, le développement de la technologie. Donc ces crédits carbone jusqu'à maintenant, je vais finir là-dessus, ils étaient effectivement, comme vous dites Corinne, pour la plupart, enfin pour beaucoup, certifiés. Certifiés, ça veut dire qu'il y a une institution, alors il y en a deux, les grosses institutions internationales, ce sont Verra et Gold Standard, qui sont des grosses NGOs, pas si grosses que ça quand même, qui, comme vous dites, ont développé une méthodologie très très spécifique, très très thorough, donc très très détaillée, depuis des années, essentiellement dans les crédits carbone liés à la forêt et plus récemment à l'agriculture,
Et quand un gros investisseur va investir dans un projet de planter des arbres en Uruguay, il va demander que ce projet soit certifié par Verra, par exemple, et Verra va dire oui, ce projet a suivi cette méthodologie, ces arbres, ils permettent pendant 30, 50, 60 ans d'absorber tant de crédits carbone, et on met un chiffre sur le nombre de tonnes de carbone qui vont être absorbées ou évitées, et on met un prix. Voilà. Et régulièrement, on peut envoyer de temps en temps, une fois ou 5 fois une fois tous les 5 ans, Verra envoie un certificateur. Bon. Mais Verra utilise beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de cabinets d'audit, il y a beaucoup d'intermédiaires, ce qui coûte très cher. Et donc, une certification Verra, ça peut prendre 3, 6, 8, 10 mois, et ça coûte dans les 100 à 150 000, 200 000 euros. Donc, le problème, c'est que beaucoup de projets, c'est pareil pour Gold Standard, ne peuvent pas, des petits projets du fermier en fin fond du Mali, il ne peut pas se payer une certification carbone. On pourra parler peut-être, Corinne, vous pourrez regarder du label bas carbone en France, qui lui aussi n'est pas certifié Verra. Et il y a beaucoup de projets en France qui ne veulent pas être certifiés label bas carbone pour plein de raisons, parce que ça ne correspond pas non plus à la façon dont ils veulent que leur projet soit certifié. Donc nous, on parle plutôt chez ClimateNet de certificat plutôt que de crédit carbone, parce que voilà, le crédit carbone est un mot un peu jargon et galvaudé. Donc on dit quel type de certification vous avez et est-ce que la certification de ce projet correspond à ce que veut l'acheteur? Parce que l'acheteur, il veut peut-être plus une certification basée sur, je sais pas moi, le taux d'eau évité ou le nombre d'abeilles qu'on a pu sauver sur ce projet. Donc il y a maintenant, il y a une pléthore de certifications qui se développent. Elles sont pas forcément moins bonnes ou très bonnes ou que Verra, mais elles ont l'avantage d'être beaucoup moins chères, l'avantage d'être beaucoup plus rapides. Et tout est une question de confiance, et je pense que Sylvain va en parler, entre l'acheteur et le vendeur de ces certificats d'absorption de gaz à effet de serre. Je crois que je vais terminer là, en espérant que je n'ai pas été trop rapide et surtout claire. Et je suis disponible pour toutes vos questions. Très intéressant. Merci beaucoup, Anne-France. C'est vrai, Sylvain, ça a été parce que vous me dites. Sylvain, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Anne-France donc pour votre analyse du marché des crédits carbone notamment. Et en fait, vous me faites une transition parfaite. D'une part, parce que vous aviez parlé tout à l'heure du manque de transparence, et ensuite vous avez terminé sur la nécessité de créer une relation de confiance. Et c'est exactement de manière sous-jacente l'objet de la présentation que je vais vous faire, puisque de mon côté, je vais vous présenter l'ingénierie contractuelle d'un crédit carbone standard et ensuite d'un crédit carbone ou d'un certificat carbone, donc du label bas carbone, qui est un label français. Et en effet, le contrat, la relation contractuelle qui va être instaurée d'une part entre le développeur, comme on peut l'appeler, le développeur ou porteur de projet, ou si par exemple il s'agit d'un agriculteur ou dans l'agroforesterie du gestionnaire de cette forêt, et le financeur qui va bénéficier du crédit carbone ou, in fine, d'ailleurs, celui auquel on aura revendu le crédit carbone. Et on peut déjà dire à ce moment-là que pour le label bas carbone, la revente du crédit ou de la réduction d'émissions, telle qu'on l'appelle dans ce modèle, n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est le financeur qui va bénéficier de la réduction d'émissions et il ne pourra pas la transférer à une tierce personne. Pour commencer, tout d'abord, par contre, sur l'ingénierie contractuelle, je dirais, d'un crédit carbone standard, d'un format standard, pour présenter les parties de manière la plus simple possible. On va avoir d'un côté le développeur du projet carbone. Par développeur, donc j'entends le porteur de projet, le gestionnaire de l'agroforesterie, ou alors dans d'autres solutions, le producteur de biochar, comme Anne-France, vous avez pu en parler. Donc, il y a ce développeur et de l'autre côté, on va avoir le financeur, la personne qui souhaite recevoir ce crédit carbone, notamment pour compenser ses propres émissions. Et comme l'a dit Madame Lepage en tout début, il s'agit d'une logique qui doit être avant tout de réduire ses propres émissions.
scope 1, scope 2, scope 3. Et ensuite de se tourner pour le résiduel, de se tourner vers une possibilité de compensation. Entre ces deux acteurs, on peut évidemment trouver des intermédiaires. Ça peut être, par exemple, l'agrégateur de projets qui va agréger plusieurs, mettons qu'on soit sur un projet de compensation par l'agriculture ou par l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, ce serait la gestion de forêts d'une telle manière à séquestrer plus de carbone. Il faut évidemment une plus-value, on pourra en reparler, mais dans ce cadre-là, on pourrait très bien avoir un agrégateur qui, de par le réseau dont il dispose, peut agréger plusieurs forêts pour répondre aux besoins d'un seul bénéficiaire, ou voire même de plusieurs bénéficiaires de crédit carbone. Un intermédiaire peut être également tout simplement la personne qui met en relation, le développeur du projet initial et le bénéficiaire. Donc, d'ores et déjà, on se trouve dans un univers de relations contractuelles plurales. C'est pas aussi simple que simplement le développeur qui va se rendre vers le financeur et qui vont conclure un contrat entre eux deux. Voilà pour les personnes, les acteurs, et on pourra en reparler si vous avez des questions évidemment. Lorsqu'on parle d'un premier contrat entre le développeur et le financeur, je vous propose ici de présenter, nous en tout cas c'est de cette manière qu'on voit là, quels sont les éléments qui doivent être inclus à minima dans ce contrat afin de garantir, comme on l'a dit, cette transparence vis-à-', de la mesure des réductions, avant la mesure même de l'existence de séquestration, donc d'émissions séquestrées, de leurs mesures, de leurs mesures également sur le long terme. Donc, tout d'abord, ces différents éléments ils vont dépendre de la solution envisagée. Là, Anne-France a pu en parler. Il existe donc des solutions de captage qui peuvent être technologiques. Vous avez parlé du Direct Air Carbon Capture. On peut aussi considérer que le biochar est une de ces solutions. Donc, d'un côté, on va avoir ces solutions-là, et de l'autre, les solutions de captage naturel, ce qu'on appelle les puits de carbone naturel, que sont donc le boisement, le reboisement, la gestion des forêts, sur l'amélioration de la gestion des forêts, séquestration de carbone dans les sols. Sur ce point, on peut noter que la proposition de règlement dont a pu parler Madame Lepage, proposition de règlement du 30 novembre 2022, elle prévoit également une autre catégorie, qui est celle de la fabrication de produits qui ont également comme caractéristique de stocker le carbone. Et l'exemple le plus simple à comprendre dedans, c'est la production de matériaux de construction à partir de produits ligneux. Donc, toutes les constructions faites à partir de bois, le bois étant les arbres pouvant capter du carbone, et si on utilise, il faut que ce soit bien fait, mais si on utilise le bois pour ensuite comme matériau de construction et non plus comme bois de chauffage ou autre, eh bien on prolonge cette possibilité de capture de carbone. Pour le captage naturel, donc séquestration carbone dans les sols, boisement, reboisement, ce qu'on peut dire, c'est que le contrat il doit inclure plusieurs éléments et plusieurs obligations. D'une part, sur le long terme, le contrat doit avoir une durée de long terme. En effet, c'est la permanence sur le long terme de la séquestration carbone qui doit être assurée de manière contractuelle. Ça passe notamment par déjà prévoir que le contrat se déroule sur une période de long terme de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avec une possibilité de vérification, soit en se rendant sur site, avec les limites que ça implique, parce que évidemment, même si le bénéficiaire de la séquestration se rend sur site, il peut être difficile pour lui de vérifier qu'il peut ne pas avoir l'expertise nécessaire pour pouvoir vérifier que la séquestration est correctement faite. On peut aussi voir des solutions techniques de vérification par notamment le suivi géosatellitaire. Je sais qu'il y a énormément d'entreprises qui misent là-dessus. Alors, c'est très simple pour
les questions de boisement, puisqu'il suffit d'avoir une image satellitaire et vérifier si il y a eu un incendie ou si ça a été coupé. Ça peut être plus compliqué pour d'autres méthodes. Également, prévoir une vérification par un tiers indépendant. Ça, c'est quelque chose qui doit être nécessaire. S'agissant de l'additionnalité du projet, alors pour rappel, le critère d'additionnalité du projet par rapport à une situation de référence, c'est d'une part, de manière financière, le projet qui a été créé, il n'aurait pas pu avoir lieu sans le financement octroyé en contrepartie du crédit carbone. Et d'ailleurs, il ne doit pas répondre seulement à une obligation réglementaire. Et de plus, et ça c'est quelque chose qui ressort de l'évidence, on peut parler d'additionnalité climatique par rapport au crédit carbone ou d'additionnalité biodiversité. Le projet, il doit permettre une plus-value dans la séquestration. Il doit imposer une plus-value. Et la question, elle se pose, par exemple, en termes d'agroforesterie, la séquestration du carbone dans ce cas-là, elle est en effet moins visible que lorsqu'on parle de reboisement, alors même que parfois, elle pourrait être plus efficace. Troisième point, c'est sur la mesure des émissions stockées. On parle souvent des outils de mesure appropriés. Il faut savoir que dans la rédaction même du contrat, c'est quelque chose qui est tellement central que ça doit évidemment y figurer. Puisque c'est avec cet outil de mesure qu'on va pouvoir déterminer quelle est la quantité de carbone qui a été séquestrée. Là, on est sur quelque chose d'essentiel et on arrive également en cinquième point sur quelque chose d'essentiel, voire encore de vraiment prioritaire, c'est la question de l'unicité du crédit carbone. En effet, on doit pouvoir éviter que le crédit carbone soit doublement comptabilisé. C'est l'un des principes fondamentaux. Et ça, on utilise beaucoup la tenue d'un registre. On voit en ce moment, et puis il y a beaucoup de nouvelles technologies qui s'appliquent à la constellation, à l'univers du crédit carbone, et on parle de blockchain sur ces points. C'est quelque chose qui peut être utilisé, puisque la blockchain pourrait permettre, je mets bien des guillemets, permettre une tenue d'un registre garanti et une transparence. Et une transparence, oui. Enfin, dernier point, on pourra répondre à vos questions de manière plus précise, mais on voulait faire quelque chose de synthétique. Il faut également prévoir, en effet, les conséquences d'un échec de la séquestration carbone. Alors, échec, il peut être si la solution technologique qui a été envisagée se révèle finalement non efficace, mais surtout, on parle en termes de capture naturelle, on va parler des incendies ou alors de la déforestation qui peut être liée au projet. Voilà ce qui peut être contenu dans un contrat, sachant que, et là encore, je serai très très synthétique, s'agissant du contrat qu'on va avoir entre le bénéficiaire entre le financeur de ce crédit ou de ce certificat et un tiers qui souhaite racheter ce crédit carbone, dès lors que c'est possible, eh bien, on va surtout, en tout cas, sur un contrat de transfert, sur un transfert de contrat et transfert des obligations qui y sont inclus, par la conclusion d'un avenant notamment. Ce qu'on peut voir en conclusion sur ce point, c'est que la nature de la relation contractuelle qui va entourer la compensation carbone, elle nécessite pour le coup une réelle attention. Elle nécessite donc une attention particulière sur le plan technique. On parle de vérification, de mesurabilité, et toute cette complexité, elle doit se traduire par une ingénierie contractuelle elle-même qui, du coup, s'avère complexe. Et là, on peut faire, c'est ce qu'on dit souvent, faire attention aux faits maison sur ce point. Et de ce fait, et là, c'est là où j'en viens au label et au certificat de crédit carbone, c'est que le financeur, qui lui-même est simplement une entreprise qui va chercher, après avoir réduit ses propres émissions, à compenser les émissions résiduelles, eh bien lui, c'est pas du tout un expert du sujet, et il va préférer donc se fonder sur un crédit carbone lui-même fondé sur un label certifié. C'est une logique, on va dire, imbattable. Et
En effet, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est comme l'a présenté donc, en détail Madame Lepage et Anne-France, les acteurs du marché volontaire, ils ont entamé une réelle réflexion. Une réflexion sur ce sujet et sur leurs pratiques. Ça s'explique simplement, c'est qu'in fine, c'est sur eux que pèse le risque de l'image. S'ils achètent des crédits carbone qui se révèlent des crédits carbone fantômes. C'est à eux qu'on va le reprocher. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Vera. Et on peut dire également sur ce point que de nombreuses règles sont en train d'être mises en place en matière de communication pour empêcher le greenwashing. À titre d'exemple, on va pouvoir parler de la proposition de directive Green Claims contre le greenwashing sur les allégations vertes, sans rentrer dans les détails. Hein. C'est une directive qui impose aux entreprises qui font de la publicité sur leur bilan carbone notamment, de les accompagner d'un support publicitaire, d'accompagner le support publicitaire d'éléments qui vont préciser si le bilan carbone a pu être atteint grâce à de la compensation carbone ou non. Et dans quelle mesure. Donc, on est quand même à ce niveau de réglementation aujourd'hui. C'est pour ça que les entreprises souvent font appel à des certificateurs ou à des labels eux-mêmes certifiés. Parmi eux, on trouve le label bas carbone. Et je vous propose d'en faire une courte, puisque je vois que le temps avance, une courte présentation. Le label bas carbone, c'est un label français qui s'applique pour des réductions d'émissions effectuées sur le territoire français. Il date d'un décret du 28 novembre 2018 et qui a été prolongé par un arrêté du même jour. Donc, je l'ai dit, c'est un label pour des réductions d'émissions effectuées sur le territoire français. Ces réductions d'émissions, elles ne sont pas cessibles sur un second marché. Donc, dès lors que le crédit carbone ou la réduction d'émissions, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, a été reconnue au profit du financeur initial, elle ne peut pas ensuite être cédée. Comment fonctionne ce mécanisme? Tout d'abord, il fonctionne par la création et la certification de méthodes qu'on appelle méthode de séquestration du carbone, méthode bas carbone. Ce sont des acteurs du secteur privé qui vont développer cette méthode. Cette méthode, elle va ensuite être approuvée par le ministère de la Transition écologique. Et c'est à ce moment-là de la présentation que je vous indique que le label bas carbone, c'est un label qui est tripartite entre le secteur privé. Donc, le secteur privé est subdivisé entre le financeur et le porteur du projet ou le développeur, le gestionnaire, et l'État. L'État par le ministère de la Transition écologique ou l'État par le préfet de la région. Donc, la méthode, elle va être certifiée, approuvée par le ministère de la Transition écologique. Pour le moment, on en a plus d'une dizaine qu'on pourra recenser ensuite. Sur la base de ces méthodes, on va avoir un financeur et un développeur de projet qui vont donc s'accorder sur un projet de réduction des émissions. À ce moment-là, on va avoir un premier contrat. Le projet est ensuite déposé auprès du préfet de région et des services de la DREAL avec une projection de réduction d'émissions quantifiée. À ce moment-là, le préfet de région va pouvoir labelliser le projet. Donc, ce projet va obtenir le label bas carbone. Néanmoins, ce n'est pas directement à ce moment-là qu'on va créer une réduction d'émissions, créer ces certificats, puisqu'il faut encore attendre que le projet séquestre des émissions de CO2 de manière concrète, de manière réelle. Ça va dépendre du projet, de sa durée. Une fois que les émissions ont été séquestrées, et selon les projections qui avaient été mises en amont, on va avoir le préfet qui va intervenir à nouveau pour vérifier les réductions, pour vérifier si les réductions ont été effectivement réalisées. Ensuite, il va pouvoir reconnaître un certain nombre de réductions d'émissions. Et c'est seulement à ce moment-là que le financeur va recevoir une réduction d'émissions et va pouvoir s'en prévaloir. Voilà pour la présentation de ce label bas carbone. Pour revenir rapidement sur les méthodes, il existe d'ores et déjà les méthodes de boisement, de reboisement. Je vais citer simplement les méthodes les plus connues, les méthodes de haies, grande culture, et une méthode évidemment également de rénovation thermique. Et je voulais en terminer sur un tout petit point, ou alors une remarque
de manière générale sur la compensation carbone et pour mentionner la taxinomie européenne, donc ce règlement de juin 2020. Ce règlement de juin 2020, pour rappel, cette taxinomie européenne, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle détermine quelles sont les activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental. L'objectif, c'est de réorienter les investissements privés vers des activités économiques qui sont durables. Parmi les activités économiques durables, sont proposés les projets de restauration et de conservation de la biodiversité, notamment par les solutions fondées sur la nature, comme a pu en parler Anne-France. Et il convient de dire, et ça c'est une question qu'on peut poser, ça peut faire l'objet de débat, ça doit faire l'objet de débat à mon sens, c'est que sont exclus de ces projets de restauration, de conservation de la biodiversité, les projets qui ont pour seule finalité la compensation. Ce qui veut dire par là, et on peut considérer que c'est une bonne chose, ce qui veut dire par là que le projet de compensation carbone qui se fonde sur une protection de la biodiversité, il ne va pas, d'une part, pouvoir émettre des certificats de compensation et d'autre part, être à l'origine ou alors avoir pour financement des financements privés fondés sur la taxonomie. J'en ai terminé, je repasse la parole à Madame Lepage. Merci beaucoup Sylvain. Margot, avons-nous des questions? Oui, une première question. Pouvons-nous faire un quota bas carbone et un certificat d'économie d'énergie sur une même opération? Alors, un certificat bas carbone et un C2E? Oui, c'est ça, sur une même opération. Je ne sais pas. On vous répondra, laissez votre adresse, on vous répondra par écrit. Ah oui, alors il s'avère que j'aime beaucoup cette question parce que pendant 5 ans, j'ai travaillé sur essayer de… Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai essayé de monter une société qui essayait de développer le concept des C2E en Angleterre, qui n'était pas parce que l'Angleterre n'a pas développé les C2E. En anglais, c'est les White Certificates. Donc, je connais un peu pas mal le sujet. En théorie, oui. En pratique, ça s'est encore jamais fait parce qu'effectivement, vous me dites si je me trompe, pour le développement des C2E, donc c'est quand même une réglementation. Donc l'État a défini une liste, je sais plus, de peut-être 25 ou 30 interventions qui étaient. Il y en a beaucoup plus maintenant, il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus maintenant. Bon, en 2016, il y en a. Moi, ça date de 2016 et a donc aussi, comment on appelle ça, désigner un certain nombre d'organismes qui sont accrédités pour valider ces crédits carbone et qui ont donc les accréditateurs qui peuvent vérifier que les interventions sont bien faites, etc., en fonction de cette liste. Ça pourrait effectivement, moi je trouve que il y a beaucoup de liens entre les deux entités. Il s'avère que, mais peut-être que je me trompe, les C2E, c'est quand même très lié aux rénovations dans les maisons de façon locale. Pas que maintenant, on peut les faire. D'accord, je me trompe. Non, voilà. Pas que. Mais c'est pas lié. Voilà. On peut les faire sur beaucoup. Mais c'est lié à des. Oui, pardon. Mais mon hésitation, parce que je travaille beaucoup, on fait énormément d'opérations de C2E ici. Je partage votre point de vue, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que j'étais hésitante et que je ne veux pas donner une réponse dont je ne suis pas sûre. Je ne l'ai jamais vu. Et dans la mesure où il y a déjà, si je puis dire, un intérêt financier au C2E, je ne suis pas sûre qu'il puisse y en avoir un deuxième. C'est pour ça que je suis hésitante sur la réponse. Non, mais ça peut être fait en dehors de la France, c'est-à-dire dans les pays qui n'ont pas les C2E, ce que je veux dire. Oui, ça peut-être. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, j'y ai pas pensé. Donc, madame ou monsieur qui posait la question, peut-être que ça pourrait se développer dans les pays où les C2E, les White Certificates n'ont pas été développés, dont le Royaume-Uni. Mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, une entreprise qui a un building ou une maison qui met des panneaux solaires sur sa maison, ou qui peut-être, je sais pas, finance l'énergie renouvelable ou via de la biomasse, il y a des fermes qui génèrent de l'énergie avec de la biomasse. Peut-être que ça pourrait être possible s'il y a, voilà. Donc il y a des parallèles à mon avis. Ça peut être jouable, mais bon, c'est encore. Je sais pas si quelqu'un travaille dessus, mais c'est une bonne idée. Écoutez, Margot, prenez les coordonnées de la personne qui a posé la question, laissez-la lui répondre.
Oui, c'est fait. Autre question. Mais bon, je connais beaucoup moins bien le sujet que vous, Corinne. Donc, Autre question. Alors, bonjour. Quels enjeux, obstacles pour mettre en place le label bas carbone en pratique? Y a-t-il un autre type de label, certification en France? Si oui, quelle différence? Sylvain, vous voulez répondre? Oui, alors je suis pas sûr d'avoir bien entendu ce que Margot a dit, mais j'ai l'impression que ça a porté sur le label bas carbone et Oui, sur savoir s'il y avait d'autres labels que le label bas carbone en France. il y a beaucoup de labels en France où Anne-France Kennedy a pu en parler, en France ou à l'étranger. La particularité du label bas carbone, c'est que c'est un label qui a lui-même été certifié par l'État. Et c'est pour ça que nous, on aime bien travailler avec ce label et qu'on le recommande. C'est que, à la différence de nombreux labels qui se révèlent seulement volontaires, donc on a pu en parler, Gold Standard, Vera, etc. Là, on est en lien direct avec les services de l'Adréal pour labelliser le projet et pour octroyer les réductions. Ensuite, on peut parler aussi au niveau européen. On a énormément de labels qui vont se développer. Notamment, il y a une longue discussion qui se porte sur l'écolabel européen qui existe déjà pour d'autres produits et la possibilité de le prolonger dans ces cas-là. Voilà. Autre question? attendez, je vais juste me permettre, je suis désolée, je suis très intrusive, mais vous me permettez Ah non, c'est peut-être pour ça. un petit peu, justement, c'est exactement le sujet de ces crédits carbone et de certification. Nous, on a un partenaire, je ne peux pas citer son nom, qui plante des arbres en France, et je vous ai envoyé. Ils ne veulent pas du label bas carbone parce que ça ne satisfait pas certaines de leurs activités, dont le fait que le label bas carbone ne valide pas la permanence des arbres. C'est-à-dire que si les arbres sont plantés pendant 30 ans, il y a un bénéfice au fait qu'on garantit que cet arbre ne sera pas coupé ou pas coupé complètement pendant 30 ans. Et le label carbone, je résume, hein, ne satisfait pas cette condition. Donc pour eux, c'est pas un bon label de garantie de durabilité, de permanence de l'absorption de gaz à effet de serre. Donc il y a des limites dans toutes ces certifications. Le fait, peut-être que je suis dans un autre pays, vous me dites que c'est un préfet aussi qui valide. Je me dis bon, là, vous êtes sûrement avec le contrat, vous validez, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas c'est bien qu'il y a l'État qui vérifie, mais ça ne veut pas dire que c'est non plus une garantie 100%, je dirais, transparence. Enfin, voilà, je me permets de mettre un petit peu ma controverse. Donc, il n'y a pas de certification parfaite. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que vos contrats, le rapport personnalisé, je dirais, ou légalisé par un accord avec une tierce partie comme la vôtre, entre un acheteur et un vendeur, c'est très très important. Parce qu'aussi le porteur de projet doit utiliser constamment, comme vous le dites, de nouvelles technologies qui font évoluer aussi la façon dont les mesures sont faites. Et les certifications ne prennent pas toujours en compte assez rapidement les nouvelles technologies. Voilà. Je ne sais pas si ça. Non. Sur ce point, vous avez fait en effet raison. Hein, et on peut rajouter aussi que le label bas carbone, il se développe que assez lentement, puisqu'il faut d'abord prévoir une méthode et obtenir son approbation par le ministère avant de pouvoir créer des crédits. Donc il y a un travail en amont qui doit être fait. Nous, on considère que c'est quelque chose qui peut être utile et important d'avoir un long processus amont qui soit lui-même approuvé et ensuite ces projets qui soient labellisés. Mais oui, en effet, ça peut avoir entraîné des Mais difficultés. peut-être que votre contrat, il peut aussi pallier le fait que ce labo carbone, vous me dites si je me trompe, il n'intègre pas la vérification a posteriori aussi. Donc si 2 ans après, les arbres, je sais pas moi, ils ont été abîmés par un pesticide ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est bien vérifié. Donc voilà, mais ça veut dire, mais tout ça, c'est des choses qui vont s'améliorer au cours des années. Je suis sûre que le label, aussi la méthodologie du label va s'améliorer d'année en année. On a un autre partenaire qui est en France, qui plante des arbres dans le Luberon. Et lui, il est label bas carbone, il veut pas d'autres labels. Donc c'est pour ça que je dis la certification, elle est aussi très spécifique au projet et aux porteurs de projet et aux moyens financiers et techniques du porteur de projet. Voilà. Merci. Dernière question, peut-être, Margot? Alors, sur quel fondement la responsabilité pénale des acteurs émettant des crédits fantômes peut être recherchée? Ça, je veux bien essayer de répondre. C'est de l'escroquerie. Hein.
Si c'est complètement fantôme, c'est de l'escroquerie. C'est tout. C'est de l'escroquerie, je pense. Ça correspond à peu près à la question. Ouais. La question, elle est aussi liée aux intermédiaires. Parce que l'escroquerie, elle est souvent par différents intermédiaires. Donc, qui est l'intermédiaire responsable de l'escroquerie? Il faut qu'il y ait un élément intentionnel de l'infraction. Hein. Si si quelqu'un s'est fait avoir dans la chaîne, lui n'est pas coupable. On peut aussi réfléchir à une responsabilité civile, même si ce n'était pas l'objet de la question. Bien sûr. Non, mais par exemple, vous avez tout à fait raison, la question est très ciblée. Vous avez des plateformes qui vendent des crédits en disant, voilà, vous achetez ce crédit et c'est des panneaux solaires au fin fond d'un pays qu'on connaît pas bien. Et ben, la plateforme dit que c'est fiable, la personne qui achète par la plateforme, elle paye son crédit, et les panneaux solaires, en fait, ils n'ont jamais été installés ou ils sont installés, mais il n'y a pas d'électricité ou d'énergie Et qui va les vérifier sur place? Qui est responsable? C'est là où effectivement. Celui qui est responsable, c'est la plateforme, ça c'est clair. La plateforme, elle a engagé sa responsabilité. Vous seriez étonné, je crois. Il y a tellement. Enfin, je sais pas. Là, c'est vous qui me dites. Mais si la question se pose, si vous attestez quelque chose sans avoir la possibilité de vous être assuré que ce que vous attestez est vrai, vous êtes au moins complice. Vous êtes au moins complice. Voire co-auteur. Alors, bonne question. Pareil, la plateforme se fie sur une vérification. Donc, elle dit, bah, moi, c'est une vérification de un tel. S'il y a eu une vérification, il n'y a donc aucun élément intentionnel de l'infraction, donc il n'y a pas de responsabilité pénale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité civile. Par contre, si la plateforme garantit quelque chose, qu'elle garantit sans aucune garantie elle-même, et que c'est une escroquerie, il y a une complicité de l'escroquerie, très probablement, voire une co-auteur, mais en tout cas une complicité. Ce qui se passe le plus souvent, c'est ce que disait Sylvain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le double counting. C'est en fait le même crédit est vendu 3-4 fois sur 3-4 plateformes différentes. Et ça, c'est très compliqué parce que je vous dis, voilà, il y a une trentaine de plateformes qui s'est créée récemment dans les derniers 18 mois, sachant que les porteurs de projets de ces plateformes, ils sont pas forcément malhonnêtes, ils veulent juste accélérer le marché et financer beaucoup plus de projets en pensant que les projets sont bons. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une complexité d'acteurs. Et le plus simple, c'est quand même que l'acteur connaisse mieux le vendeur et passe par des accords. Si c'est direct, c'est beaucoup mieux, c'est certain. Voilà. Très bien. Et surtout, ou alors des accords standards avec ce que vous faites, c'est ça. Écoutez, merci à tous et à toutes. Merci Anne-France, merci Sylvain. Ce webinaire est bien entendu en replay sur notre site, peut-être sur le vôtre, Anne-France aussi. Je vais m'arranger avec Margot, oui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Au revoir.